Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Aujourd'hui, nous partons au Liban à la rencontre de Maher. Alors, phénomène très étrange ou non, il s'agit du 7e épisode et le chiffre 7 suit le parcours de cet homme depuis longtemps. Partagé entre la France et sa patrie libanaise, Maher fait le choix de revenir à la source de son épanouissement afin de replanter les racines de sa vie. Découvrez ses choix, ses bonheurs et ses peines durant cet épisode. J'espère que ce parcours vous donnera envie de suivre vos rêves et de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à partager et à noter ce podcast sur la plateforme de votre choix. Je vous souhaite une très belle journée et une belle écoute. Bonjour Maher. Bonjour, comment allez-vous? Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Oui, ça va, je te remercie. Alors la première question que je vais te poser, c'est savoir comment tu te sens aujourd'hui ou en ce moment. Alors je suis très content et ravi de reconnecter avec toi après toutes ces années, après l'OIV. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le début du printemps ici. Et c'est un moment magnifique parce que là, il y a beaucoup de choses dans la nature qui commencent à bouger. Et j'adore ça, j'adore être dans ces états-là, dans ce moment-là. Donc, je suis très content. Ouais, super. Et bah, oui, justement, on va le préciser parce que Maher, il est au Liban. Alors, où est-ce que tu Oui, te situes exactement. exactement? Rappelle-nous. Alors là, je suis assis sur une partie de la montagne libanaise au-dessus de la Méditerranée. Alors devant moi, je vois la Méditerranée au loin et derrière moi, je vois la montagne qui va encore plus haut qu'ici. On est à 950 mètres d'altitude dans le nord du Liban, dans une région qui s'appelle Batroun et dans un petit village, mon village ancestral qui s'appelle Nela. Ça fait rêver, ça donne envie. Et ça, c'est le domaine là où je suis, là où je fais mon vin, le domaine 7. Donc on est là, sur les terrasses. Bon, super. Ça a l'air magnifique. J'ai très hâte de venir te voir. Est-ce que tu peux nous parler Et un petit peu de ton parcours? Alors, généralement, je pose une question, c'est de savoir si tu pouvais te décrire comme un portrait chinois ou alors juste te décrire ton parcours comme un CV classique. C'est toi qui choisis. portrait chinois, classique. Moi, je vais te raconter une histoire, je pense. Ça va être plus naturel. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé ce projet en 2010. En 2010, c'était un rêve, c'était une idée. Et je prends cette année-là parce que c'était au juste milieu entre euh, deux, deux, deux périodes de ma vie. Une période où j'étais en recherche de soi-même. Donc ça, c'est avant 2010. J'arrive en France en 2000 pour faire mes études. J'ai 18 ans. Je vis à peu près 10 ans en France entre Lille, faire mes études en mathématiques, et à Paris à travailler dans le conseil en informatique décisionnelle. Et puis en 2008-2009, je commence à réfléchir un petit peu au futur, à mon avenir, à ce que j'aime faire, à mon pays, au Liban, à ma famille. Beaucoup des envies très profondes de revenir, des envies de créer une sorte d'hommage à la famille et surtout à mon père que j'ai perdu pendant la guerre civile. Tout ça m'emmène dans mes souvenirs à la montagne, au village, à des vendanges dans les années 80 avec mon père, mon grand-père. Euh, Ici, on vient d'un village avec une tradition ancrée dans la terre, dans les oliviers, dans les vignes, dans les figuiers.
Et ça a été perdu à cause de la guerre civile, de l'exode. Donc les quelques souvenirs de cette enfance pendant les week-ends, pendant les vacances d'été dans ce village, tout ça me pousse à me donne des ailes en fait à rêver et je rêve de revenir et de m'installer là-bas et de créer mon propre domaine et de faire du vin. Ça devient une passion. Tout ça, c'est toujours dans ma tête, dans mon cœur, dans les rêves, dans l'appartement à Paris. Tout ça, est en train de se passer. Et puis, un jour, je me réveille et je prends la décision. Je laisse, j'arrête mon travail, je démissionne. Je prends l'avion, je viens au Liban et je retrouve cette terre perdue que mon père qu'on hérite de mon père. Et une petite parcelle de 10 000 mètres carrés qui était une friche, qui était anciennement des vignes, mais une friche parce que délaissée depuis 35-40 ans. Et je commence mon projet, je commence à faire des terrasses sur cette ancienne terre. En 2012, je plante mon premier vignoble. C'était pour moi une façon de m'immerger complètement dans l'état d'un vigneron dont j'étais pas encore, mais je voulais par cette façon, par le hands-on, par aller faire les choses à la main, revenir et apprendre de cette façon. J'ai toujours senti que la nature peut nous apprendre plus que les écoles, plus qu'autre chose. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans cette nature, j'ai planté, j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs, j'ai réessayé. Et petit à petit, je me suis créé ce caractère de futur vigneron que je voulais être. À un moment donné, j'ai senti que les choses demandent un peu plus de connaissances. C'est là où j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé le master de l'OIV. Là, on s'est rencontrés, toi et moi. Ouais, Et en 2014, après on va épargner tous les obstacles et les problèmes que j'ai vécus. Mais quand on change une carrière et qu'on vraiment on prend un risque et un shift total, on a beaucoup d'obstacles, on a beaucoup de problèmes, on a aussi beaucoup de plaisir parce qu'on sent et on comprend vraiment c'est quoi la liberté de choisir soi-même son destin. Donc il y a des portes qui s'ouvrent, il y a aussi des portes qui se referment. Quand on n'est pas encore conscient de tout ça, on est triste quand les portes se referment. Mais après quelques années, on va comprendre que ces portes qui se sont fermées pour les bonnes raisons. On les voit pas au début, on les voit après. Donc c'est ça, croire dans son destin, croire dans son projet. C'est ce que j'ai ressenti à l'époque. L'OIV, c'était une partie de ça. J'avais besoin de partir dans cette aventure, faire le tour du monde, comprendre le vin dans toute sa splendeur, dans la production, dans la technique, dans le commercial, dans la sommellerie, dans la dégustation, dans les énergies surtout. Et vu que toi, tu m'as accompagné pendant ce master, tu sais très bien que ça n'a pas été facile pour moi, ça n'a pas été facile pour tout le monde, bien sûr. Mais toi, tu sais comment j'ai vécu cette aventure qui était dure pour moi parce que j'avais un stress financier derrière et j'avais beaucoup de doutes. Je pense que c'était le cas à tout le monde parce qu'on a pris une décision de quitter notre vie d'avant et recréer une autre vie. Donc c'est ça les challenges. Voilà, l'inconfort. Alors se mettre dans un inconfort, c'est toujours pour moi très intéressant parce que c'est les seules situations qui peuvent nous guider et nous montrer qui est notre vrai soi-même. C'est comme ça qu'on se comprenne, c'est comme ça qu'on va apprendre qui nous sommes. Et quand on sait qui nous sommes, on va faire les bons choix après. Donc après l'OIV, voilà, donc je fais ce voyage, je reviens au Liban avec beaucoup d'idées, mais beaucoup d'idées pas très organisées, donc ce qui crée une sorte de peur aussi, de confusion. De confusion, une grande confusion. Est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça a été assez pour moi pour pouvoir continuer et créer une vie professionnelle comme moi je la vois qui est en ligne avec mes volontés, mes plaisirs, mes rêves, mes ambitions, ma passion. Et donc pendant quelques mois, je dirais 6 mois, il y a une grande confusion. Petit à petit, les choses commencent à devenir plus claires. À décanter. Et décanter exactement comme le vin naturel, hein, comme les stabilisations naturelles qu'on fait ici.
Donc après cette décantation, je suis revenu dans la montagne, dans mon village. J'ai installé dans le petit garage de la maison quelques cuves et j'ai commencé à fermenter mes premiers vins. Ce que tu avais planté en 2012. Se planter en 2012. D'accord. Voilà, ça c'était 2015. Donc, Oui, on est revenu voilà, fin 2015, exactement. fin 2015, voilà. Hmm. Donc mes premières expériences et expérimentations dans le vin, c'était dans le garage. Euh, en 2016, j'ai créé la boîte que j'ai appelée Seth. J'avais maintenant une idée plus claire. Je veux créer mon domaine, je veux faire mon propre vin. Les vignes que j'ai plantées ne sont pas assez pour euh, créer un domaine et faire assez de vin. Donc, je vais aller chercher d'autres raisins qui sont déjà plantés dans le pays, mais avec l'idée de mettre de la valeur sur ces raisins, donc de mettre de la valeur sur des terroirs assez divers qu'on a au Liban, que D'accord. le monde ne connaît pas encore, parce que le Mhm. Liban, c'est un petit pays, certes, mais c'est un pays super riche et divers dans sa faune et dans sa flore, dans ses terroirs. Pendant longtemps, les vins libanais ont été faits dans un style français qui ne ressemblait pas beaucoup à une identité libanaise. C'est quelque chose que j'ai observé et c'est sur ce thème-là et sur cette idée-là que j'ai créé mon domaine, le domaine 7, que j'ai appelé 7, un vin de lieu. J'ai appelé 7 comme le chiffre 7 en hommage à mon père parce que c'est un peu la connexion spirituelle traduite avec ce chiffre. En numérologie, tous les deux, on est chiffre 7 par rapport à notre date de naissance. Un D'accord. chiffre que j'ai toujours aimé toute ma vie, qui m'a guidé spirituellement, et que quand j'ai voulu créer mon domaine et lui trouver un nom qui est en lien avec mon père, j'ai découvert cette découverte que tous les deux, on est le même chiffre en numérologie, je l'ai appelé 7. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'ai commencé à sourcer des raisins de 4-5 terroirs différents, parcelles différentes, qui viennent de régions différentes du Liban. Le D'accord. Liban, c'est tout un petit pays, c'est-à-dire le plus loin des terroirs, ça, c'est 2 heures de route ou 2 heures et demie. C'est le Ah, maximum. C'est comme une, d'accord. voilà, C'est c'est comme comme une une petite île. région. Ouais, c'est comme une île ou comme Hmm. une petite région en France, en fait. D'accord. Euh, je sais pas la plus petite région de France ou département, ça serait un peu le Liban. Donc c'est un peu dans ce, D'accord. Et donc, tu as fait du euh, fermage et tu connaissais les propriétaires qui avaient ces vignes-là ou tu es parti en sourcing non, en disant, voilà, mon cahier des charges, je veux tel cépage avec telle typicité de terroir et faire un peu ton menu, en fait? voilà, c'était un peu un mix des deux. C'est que dans ma tête, je savais que je voulais deux choses. Je voulais des, des vignobles en bio, Mhm. je voulais des cépages indigènes et je voulais des cépages, si c'est pas indigène, je voulais des cépages un peu méditerranéens. Donc, je cherchais du vionnier parce que j'aime beaucoup le vionnier et je sentais que c'est un cépage qui s'adapterait très bien au Liban. Je cherchais du Tempranillo. Mhm. J'ai trouvé du Tempranillo. Donc, en fait, j'étais guidé avec mes envies de cépage. Et donc, non, je connaissais pas ces gens-là. J'ai pris ma voiture et j'ai commencé à chercher, poser des questions, faire des coups de fil. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais quelqu'un là? Est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Et puis, tu rencontres quelqu'un et il va te donner un autre contact et tu vas aller visiter. Après, ça s'est passé sur le feeling, hein, la connexion D'accord, entre super. les gens. Ouais. Et depuis, je travaille avec ces gens-là depuis 2016, avec, oui, ce cahier de charges très simple. Tu aimes tes vignes, tu mets pas de pesticides, tu es en bio, tu gardes ça, on travaille bien, on travaille pas la grosse production parce qu'on veut de la qualité. Et puis, j'ai toujours payé un peu le prix fort pour Mhm. garder ces conditions parce que à la fin, ces vignerons, ils veulent vivre aussi. Donc, Bien sûr. ma part, ma, ma contribution, c'est de leur permettre de pouvoir en profiter aussi. Donc Ah, c'est voilà. beau. À travers ce travail communautaire où on est tous gagnants dans l'équation, j'ai pu créer mes vins, mes différents vins, qui sont aujourd'hui, voilà, qui sont aujourd'hui exportés un peu partout dans le monde, qui sont vendus sur le marché local. Et pour la première fois au Liban, il y a un vignoble qui travaille avec une philosophie en biodynamie
Ça, c'est de par mon vignoble que j'ai planté moi-même, qui est le seul vignoble en biodynamie au Liban. D'accord. Et d'une façon parcellaire, qui va mettre de la valeur sur les terroirs différents du Liban. Et aussi le travail, intervention minimale et pas d'additifs, donc naturel, qui va, à mon avis, et dans ma conviction, pouvoir traduire ce travail en une expression honnête de ces trois dimensions dont je viens de parler, le terroir, l'identité libanaise et L'expression du l'expression cépage. unique. Ouais, tout à Voilà, fait. exactement. Et alors justement, j'avais une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je l'espère, qui écouteront ce podcast, mais surtout qui n'y connaissent pas grand-chose au vin. Est-ce que c'est des vins, c'est des monocépages au Liban ou tu fais des assemblages, c'est-à-dire tu combines plusieurs cépages? Alors, au Liban, le vin et les domaines, voilà, anciens domaines qui existent et qui existent toujours, ont toujours, comme je vous ai dit et comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, ils ont travaillé avec un style et une approche à la française. Donc, ils faisaient beaucoup d'assemblage bordelais D'accord. et d'autres styles d'assemblage. Donc, en général, il n'y avait pas cette approche de monocépage. À 7, quand j'ai commencé, sur les aujourd'hui 10, 11 références que je fais, il y a un seul assemblage. Donc, la plupart de mes vins, c'est des monocépages. Surtout quand on parle des cépages indigènes, j'ai jamais voulu les assembler parce qu'on va perdre l'identité de chacun. Et mon but, c'était de montrer l'identité de chaque cépage, montrer cette valeur-là pour que les gens les comprennent, les aiment, les demandent, les apprécient, etc. Et puis, quand tu travailles pour moi dans une approche parcellaire, dans une approche terroir, tu veux montrer le terroir. Moi, je peux pas comprendre vraiment comment on peut assembler des raisins qui viennent de terroirs différents, parce qu'on va perdre cette idée de terroir. Donc, le seul assemblage que j'ai fait, c'était un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Tempranillo, D'accord. parce que ces deux vignes sont plantées ensemble dans la même parcelle. C'est ce que Et j'allais te donc, je me demander. suis permis d'assembler. D'accord. Sinon, mon vignoble de Viognier, bah, c'est un vignoble de Viognier, je fais un Viognier. Mon vignoble de Obaïdé, le cépage libanais, c'est du Obaïdé, on fait du Obaïdé. Le Meroueh, qui est un autre cépage libanais, qui est centenaire, parce que c'est des vignes qui ont survécu au phylloxéra. Il en reste peu. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé en 2016 pour refaire vivre ce cépage oublié. Donc j'ai trouvé dans le village d'anciennes vignes qui ont plus de 150 ans, qui sont pré-phylloxériques, donc francs de pied, mais qui sont éparpillées partout. Là, on parle plus d'une parcelle, on parle d'un vrai terroir sauvage. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans un vignoble, dans une parcelle et vendanger cette parcelle-là, on est dans un système de polyculture qui est écarté sur tout le territoire du village et autour. Des vignes qui ont pu survivre grâce à la polyculture parce qu'ils n'étaient pas plantés ensemble dans un système vignoble traditionnel classique comme on connaît. Donc le fait que ce soit en polyculture, que ce soit des vignes qui vont grimper sur un arbre de chêne ou un olivier, et donc ça a permis... le phylloxéra est allé sur les autres cultures, en fait. Exactement. Ça. Ouais, okay. Exactement. Donc ça a permis une défense, ça a permis que ça survit. Et le projet que j'ai fait en 2016, c'était d'identifier ces vignes qui existent déjà, Super. Que leurs propriétaires ne les utilisent plus parce que pour eux, c'est des vignes sauvages que les renards sont en train de manger et donc du coup, c'est dur et on va pas faire l'effort d'aller marcher 2 heures dans la forêt pour aller cueillir 2 kilos. Donc, j'ai fait en sorte de trouver un système où on va nous prendre soin de ces vignes et on va après les cueillir, en faire du vin. Et chaque propriétaire, et il y en a des propriétaires qui sont propriétaires d'une seule vigne, vont être payés au kilo. Ah, c'est génial. Ces raisins oubliés qui ne donnaient plus de valeur avant et qui ont une grande valeur historique et un patrimoine. C'est un patrimoine super important. Tu sais comment en Europe aujourd'hui, quand on trouve une vieille vigne et franche de pied, on en fait des articles magnifiques parce que c'est une denrée rare. Aujourd'hui, je travaille avec cette sorte de vignes, ces vieilles vignes qui commencent à être connues dans le monde. Et c'est vraiment un patrimoine pour nous. C'est des vignes qui ont de
plus de 150, 200 ans, qui sont 32 pieds. Et c'est des vins aujourd'hui, ce vin dont je parle, le Meluer, il est sur les plus grandes tables européennes, les restaurants étoilés. Ça fait partie de beaucoup de menus dégustation, hein, des wines tu sais, sur le menu dégustation Les food des pairing. restaurants étoilés. Voilà, les food pairing. Voilà. D'accord, c'est génial, C'est un vin de bravo. sommelier, quoi. Mhm. Ouais. D'ailleurs, en Espagne, tu me disais. Beaucoup, vous êtes très Oui, présent en beaucoup. Espagne. Mhm. Très présent en Espagne, en France aussi, mais on a une petite rupture parce qu'il y a un changement de distributeur. D'accord. En l'occurrence, ça va être moi. Donc, en tant que aussi français, j'ai créé ma propre boîte à Paris qui va importer mes propres vins et qui va redistribuer en France. Donc, Ah, c'est génial. donc là, je passe du côté vigneron au côté importation. Et là, ça me fait revenir un peu sur l'OIV parce que c'est des aspects qu'on a bien vus en profondeur. Et du coup, je sens une sorte de confort et de facilité à passer de vigneron producteur à importateur distributeur. Et ça m'amuse parce que c'est très important quand on travaille qu'on fasse des choses qui nous amusent. Ah, complètement. Et de pas avoir l'impression d'aller au travail, justement, après, avec ce conditionnement sociétal. Alors, je parle pour le côté français, vraiment le conditionnement de travailler à la sueur de son front, de travailler, ça doit être dur. Et si c'est trop facile, tu travailles pas vraiment. Tu vois, cette connotation qu'il y a en France sur le travail. Et j'ai interviewé d'autres personnes précédemment dans les autres épisodes qui disait le dernier jour où j'ai travaillé, donc c'était Emmanuel qui est maintenant sophrologue, qui disait le dernier jour de mon travail, et là je lui dis tu te rends compte de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'évidemment c'était du travail et aujourd'hui c'est un plaisir et t'as même plus l'impression de travailler. Ouais, absolument. Moi, depuis que j'ai lancé mon projet et depuis que j'ai commencé à travailler, même avant de commencer à gagner de l'argent, parce que ça met beaucoup de temps hein, avant que tu commences à gagner ta vie, beaucoup de temps. Donc, j'ai travaillé plus de 5 ans dans ma vie pour établir ce domaine qui est aujourd'hui un succès, je peux le dire. Et pendant 5 ans, moi, je gagnais rien et j'étais dans un stress financier. Et avec tout le stress financier qui m'accablait, il accablait ma famille, les gens autour de moi, mais il n'y a pas un jour où je me réveillais sans la sensation d'un grand plaisir de se dire, aujourd'hui, je vais travailler parce que j'adore travailler, parce que j'ai un but dans ma tête, parce que c'est ma passion, parce que je sens à aucun moment que c'est mon travail, donc je suis prêt à sacrifier mon temps pour ça, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est plus important. Un projet de vie. Pas en train de, voilà, c'est un projet de vie, c'est un lifestyle, c'est un choix de vie. Ouais, tout à Donc, fait. en fait, quand on est dans cet état-là, le plus important devient ça, et ce n'est plus un travail. Ça veut dire, on va tous se rejoindre autour de ça, autour de ces valeurs-là. Donc, on va tomber amoureux, on va se marier, on va être en famille, on va avoir des aventures, on va voyager, tout ça, mais autour de ces mêmes valeurs qui sont ce projet. Et donc, le terme de travail, le terme de temps, ils perdent vraiment leur connotation négative. Complètement. Moi personnellement, j'ai perdu la sensation du temps la notion. à partir du premier jour, la notion du temps à partir du premier jour où j'ai commencé mon projet. Je ne travaille plus avec la notion du temps, je travaille avec la notion de plaisir. la vie. La vie. Du plaisir, tout à du fait. jour et de la nuit. C'est un moment. Donc, Mm. c'est plus le temps, c'est le moment. Et quand le temps devient un moment, on devient heureux. Oui, et puis du coup, ce que tu disais par rapport aux racines, ça prend vraiment sens quand tu disais ça. T'es revenu dans tes racines et en même temps, t'as planté un vignoble. Donc, il y a vraiment cette connotation de je manque ici et maintenant. Et le projet que j'avais en tête dans mon appartement à Paris devient mon projet de vie et ma vie. Même, c'est même plus un projet, c'est ma vie. Et tous les gens qui gravitent autour vont nourrir ce projet et ce projet, il va se transformer, évoluer grâce à ces rencontres, grâce à ces épisodes de vie, qu'ils soient heureux ou malheureux. Enfin, malheureux, c'est des épreuves, c'est pas, il y a pas d'échec. Bien sûr. Et t'arrives à créer finalement une nouvelle histoire et qui perdurera dans le temps, parce que quand tu plantes en plus de la vigne ou quelle que soit l'espèce végétale, elle va te dépasser dans la longévité. On le souhaite. Absolument. C'est beau ce que tu fais. C'est un super patrimoine et testament, pour la vie, tu vois.
Absolument, parce que là, ce qu'on gagne dans ce qu'on fait aujourd'hui, moi personnellement, ce que je pense, ce que j'ai fait, la réussite de mon projet, ma réussite personnelle, c'est quelque chose de très important dans la vie. Certes, c'est super important. Mais un projet comme ça, un retour aux racines, un retour au village, une création d'un projet durable qui crée des opportunités aux gens autour et qui crée une sorte de patrimoine, si Mhm. tu veux, c'est plus un projet pour toi, c'est un projet pour l'avenir. Donc le toi devient moins important. Moi, mon propre succès et mon propre plaisir, mon sentiment, si tu veux, de satisfaction, il perd sa connotation et sa notion égocentrique. Ça sort, c'est plus grand que toi. Et quand Mhm. ça devient plus grand que toi, tu as un sentiment d'humilité qui te rend heureux et ça te donne encore plus Envie, de ouais. motivation et Ouais, tout à fait. d'envie et de plaisir. Parce Mhm. que c'est plus pour toi, c'est pour les autres. Et Ouais, tout à fait. ça, c'est très beau. De sortir de Ça, c'est l'ego, vraiment ouais. très beau. Mhm. Ouais, absolument. Et tout à l'heure, justement, tu soulignais, alors on est passé un peu à travers, mais est-ce que tu as t'as eu des gros doutes, enfin, tu as eu des gros doutes? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu te freiner? Et surtout, comment tu as fait pour dépasser ces freins-là? Ou, il y a toujours des doutes, surtout quand on est dans des situations de stress, des situations pas confortables. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, des portes qui ferment, des obstacles. On a peur. Moi, oui, j'ai vécu des moments très très durs où j'arrivais plus à trouver des issues, où j'avais peur, où j'ai pleuré, où j'étais fatigué, où j'étais par terre. Mais c'est ça quand on donne une importance à un projet et ça devient la raison de ton existence. C'est-à-dire si t'es par terre, si t'es accablé, si tu ne vois plus d'issue, tu as deux choix pour moi. C'est un peu fort ce que je dis. La mort ou la vie. La Mhm. mort, ça veut pas dire la mort Ça veut physique, dire mais abandonner le projet? abandonner Mhm. et revenir sur des choses qui ne sont plus toi-même. Donc en fait, perdre et devenir faible. Donc en fait, la vie, elle est faite de batailles. Et il faut batailler jusqu'au bout. Quand on est par terre, il faut se remettre debout. Donc ces moments-là étaient très importants pour moi. La nuit toujours porte conseil, on connaît ce proverbe. Et donc la nuit, oui, porte conseil, on est mal, on pleure, et puis à la fin, après le mal, la peur, le corps euh, recovers, hein, il Mhm. reprend de l'énergie, Il la tête récupère. Mhm. récupère, reprend de l'énergie, récupère de l'énergie, et puis quand on récupère de l'énergie, et quand on se tait un petit peu, on est en silence, et on a l'intention de continuer, et ben les solutions commencent à apparaître. Donc, Mhm. quand on croit dans ce qu'on fait, malgré tous les obstacles, malgré tous les problèmes, malgré toutes les craintes, toutes les doutes, tout ça, quand on est dans une croyance et dans une détermination par rapport à notre projet, il n'y a pas de solution qu'on arrête et qu'on trouve plus d'issue. Les issues vont venir, même si on les veut pas. Et moi, j'ai eu des épisodes dans ma vie où j'avais inconsciemment lâché tellement j'étais fatigué. Ma tête a lâché, mon physique a lâché, mais mon intention n'a pas lâché. Mon intention inconsciente, qui n'a pas lâché, m'a mis dans des situations où ça m'a fait revivre, rebondir, sans se rendre compte. Et ça a été traduit dans mon cas, avec des accidents de voiture. 3 fois, j'ai fait des accidents de voiture quasi mortels, où j'en suis sorti indemne. Et à chaque fois, je me suis posé la question, pourquoi ça m'est arrivé? J'ai remarqué que j'étais en train de virer de ma De ta route, de ton chemin. de Mhm. ma route, de mon chemin, énergétiquement et intellectuellement, pour des raisons multiples. Ça peut Bien sûr. être d'autres gens, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être Tout à n'importe fait. quoi. Mhm. Et à chaque fois, ça me remettait sur la route que je devais prendre parce que ça, c'est la bonne route. Et quand on croit dans notre destinée, et quand on est passionné, et quand on veut la chose, il y a toujours des énergies qui vont nous aider à retrouver le chemin. Il n'y a pas de choix. C'est quand on lâche jusqu'au tout, et ça, c'est pas bien, c'est-à-dire qu'on va se perdre nous-mêmes et on va perdre tout ce qu'on a créé. Et ça, c'est pas un choix. Dans la vie, c'est pas un choix parce C'est pas qu'on vit une acceptable. seule fois. Je suis Non, d'accord. voilà.
Ah, je suis d'accord, ouais, merci, c'est chouette. Et tu t'es sentie soutenue quand même avec ce changement de situation au moment où, en 2010, tu t'es dit, attends, je suis dans mon appartement à Paris, j'ai envie de faire du vin, j'ai envie de revenir aux racines, etc. Est-ce que tu t'es sentie soutenue par ta maman, tes frères, ou alors ou des amis, ou pas du tout, ou justement, tu as trouvé la force en toi, qui a suffi? Euh, oui, c'est une très bonne question, ça. Alors, moi, je suis très chanceux. J'ai une famille qui, euh, qui est comme un système de support. On dit ça en anglais, support system. Et ils ont toujours, on a toujours été très proches ensemble, très connectés. Donc oui, bien sûr, j'ai été soutenu. Après, quand on est soutenu, euh, et les gens qui nous aiment, ils demandent toujours de la clarté. Sauf C'est que à vrai. une époque, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de cette clarté. Et cette clarté va créer, ce manque de clarté va créer des craintes chez l'autre. Et il va se dire, est-ce que cette personne est en train de prendre la bonne décision? Et moi, je peux dire qu'au début, tellement je suis spontané, extrême, des fois dans mes décisions, c'était pas très clair pour eux si j'étais sur le bon chemin ou j'étais en train de perdre la tête. Mais malgré ça, ils m'ont soutenu jusqu'au bout parce que je leur disais, faites-moi confiance, même si ça se voit pas maintenant, ça va se voir après. Parce que moi, j'arrive à le voir, mais j'arrive pas à l'expliquer. Hmm. Et ils m'ont soutenu. Alors, les gens autour, tu choisis ton système de support, hein. Ça peut être ta famille, ça peut être tes amis. Moi, c'est plus ma famille. Après, ça, c'est un autre aspect, c'est que quand tu commences à, 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 à travailler, à avoir ce genre d'énergie, tu reviens, tu es en train de créer de quelque chose de spécial, de différent, tu attires des gens. Et ces Ah, c'est vrai. gens-là, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont te nuire sans le vouloir, et il y a des gens qui vont continuer avec toi. Et c'est dans ces situations où toi, tu es en doute et dans une sorte de, euh, pas calvaire, mais de struggle, hein, De trouble. de trouble que Hmm. les gens peuvent ou bien profiter de ta faiblesse ou bien Complètement. être avec toi en océan. Et Oui, il y a c'est là beaucoup où de tu vampires, hein. filtres. Il y a beaucoup de Voilà, vampires qui exactement. arrivent, ouais, tout à fait, qui vont se nourrir de la situation et soit Voilà, à bon escient pour eux, pour les mettre encore plus en lumière et les exactement, porter, exactement. soit pour justement t'enfoncer, alors c'est pas le terme, mais t'appuyer et se glorifier grâce à ça. Tu vois. Parce qu'on est toujours, moi, je crois qu'on est toujours un effet miroir, hein. Ce qu'on sent des autres, c'est ce qu'on n'a pas réglé en nous. Et Hmm. normalement, les gens qui sentent des faiblesses en nous et s'approchent et avec des mauvaises intentions, c'est pas contre nous qui font Non, ça, ouais. mais pour se donner plus de raisons pour eux-mêmes, pour se sentir mieux. Donc, en fait, j'ai toujours dit que pendant cette période-là où moi, j'étais en pleine recherche de moi-même, j'étais en plein, struggle again, C'est le t'as trouble. vu, le trouble pour arriver à ce que à mon rêve, à mon projet. Il y avait beaucoup de gens qui passaient et puis j'avais ce réflexe de faire comme ça quand Hmm. quelqu'un me dérangeait. En faisant comme ça, si tu as des grosses épaules comme ça, tu les fais tomber par terre et quand tu les vois tomber par terre, tu les laisses et tu dis, tu sais quoi, laisse-moi tranquille, va faire ta vie. Et petit à petit, tu filtres ta vie. Ouais, c'est vrai. Donc tu bouges tes épaules comme ça et tu sais, c'est comme les animaux quand il y a des animaux qui vont bouger tout le corps Il se pour secoue euh, pour le dos là pour pour enlever les secouer puces. et voilà pour enlever les puces et enlever les mouches. Ah, Et c'est donc vrai. voilà, ouais, c'est un peu ça quoi. Bah super, merci pour ces échanges. Et je voulais te poser alors deux autres questions, les dernières, et après je te laisse aller à ton vignoble. J'aurais aimé savoir ce que tu pourrais dire aujourd'hui au petit Maher. Oh waouh, quelle question hein. J'ai la chair de poule. Le petit, quel petit? Le vrai petit là, celui qui a Celui que cinq tu six veux. ans et tout Mhm. va bien encore. Bah je lui dirais que tu auras tu auras une belle vie devant toi. Profite de chaque moment. Mhm. Malgré tout ce que tu vas vivre, tu as une très belle vie devant toi. C'est ce que je lui dirais. Avec un sourire et beaucoup d'amour. Mhm, c'est chouette. Parce que ce petit Maher, pendant longtemps pensé qu'il avait pas de chance, quoi. Tu vois, il était un peu Mhm. triste.
Ouais. Donc je lui dirais ça. Je lui dis, t'inquiète pas, tu seras heureux. C'est trop beau. J'ai la chair de poule. Moi aussi. Et une autre question, est-ce que tu aurais une Madeleine de Proust ou plusieurs, quelque chose qui te fait du bien, que tu sens, que tu goûtes, que tu vois, quelque chose qui te réconforte? Donc une madeleine de Proust, c'est quelque chose qu'on mange et ça nous rappelle un bon Ouais, souvenir, c'est voilà, ça? soit quelque chose que tu manges, parce que alors oui, il faut le dire aussi, c'est que tu cuisines beaucoup et très bien, Oui. et que tu as ouvert une table d'hôte dans ton domaine, sous un dôme. Exactement. Et est-ce que donc ça Exactement. peut être quelque chose qui se mange ou une spécialité de tes grands-parents ou de ta maman qui faisait une odeur que tu vas Honnête, sentir? Hmm. honnêtement, je trouve ça aussi une question super intéressante. Ce qui m'a amené dans le vin, c'était une sorte de sensibilité que j'ai toujours sentie depuis tout petit, mais que je ne savais pas expliquer, qui est reliée aux odeurs. Hmm. J'ai toujours été attiré par les odeurs des fleurs, ce qui m'a amené à être attiré par la cuisine de maman, des souvenirs avec ma grand-mère et mon Marcel de Proust, c'est ça? Comment on Et l'appelle déjà? Madeleine, mais Marcel si Madeleine. tu veux, hein. Ouais, non. Ma Madeleine de Proust euh, serait le jasmin de nuit. En fait, c'est une plante qui pousse sauvagement à Beyrouth. Beyrouth qui, il y a 50 ans, était plus euh, une grande plaine où il y a que des fleurs d'oranger Hmm. et des plantes comme ça avec des odeurs magnifiques. Aujourd'hui, c'est que du béton. Mais il reste des petits coins à Beyrouth où il y a ces fleurs d'oranger. Il y a aussi ce jasmin de nuit qui fleurit en été et que tu sens seulement au coucher du soleil quand il y a une brise du nord qui Hmm. vient passer. Ça arrive à ton nez. Et puis et c'est tellement bon que tu as envie de renifler, de le sentir encore une fois, et puis ça disparaît. C'est la fleur la plus discrète que j'ai jamais découvert, sentie de ma vie. Et son odeur, c'est une odeur extrêmement spéciale qui, pour moi, m'a guidé au niveau de la sensibilité, des goûts, tout ça, parce que ça m'a toujours rappelé ce moment d'enfance avec mon père, ma grand-mère dans son jardin de Beyrouth. Donc Ah, c'est ça serait ma génial. Madeleine de Proust, pas mon Marcel Proust. Non, bah, c'est super parce que c'est vrai que les gens font pas forcément attention. Et moi, de fait de mon entreprise sensorielle et de ce podcast, je me rends compte du vocabulaire que l'on emploie en fonction de son canal sensoriel dominant. Et effectivement, pendant tout le podcast, tu dis j'ai senti, tu vois, et que des termes de Mmh, vocabulaire qui se rapportaient à l'olfaction. Et donc, c'est mmh. génial que tu donnes cet exemple-là. Et ben, j'ai hâte de sentir un jour ce jasmin et cette odeur fugace. Et tu vois, c'est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, je me suis acheté un jasmin que j'ai mis dans mon bureau et c'était pas prévu. Ah Donc, bah, comme quoi, il y a un lien de il y connexion. a toujours un lien, il y a toujours un lien. Et le jasmin, vraiment, alors ce jasmin de nuit, je t'enverrai le lien pour que tu puisses Avec le plaisir. trouver. Mais prochaine fois, si vous venez au Liban, ben, Mhm. j'en plante partout où je vais. C'est devenu Ah, super. une Ouais. obsession. Et là, nos nouveaux bureaux à Beyrouth qu'on a pris, on a une petite terrasse dehors. J'ai planté que ça. Donc, Ah, en c'est été, génial. Ok. si tu nous visites, on va faire, on va prendre un café ou un verre de vin et on va sentir ça là, au coucher du soleil. C'est juste magnifique. C'est la magie de ce pays. C'est la magie de cette ville tellement horrible et belle à la fois. Mhm. Voilà. Donc, ça, je finis sur cette parenthèse sur mon Liban parce que c'est vraiment un pays de paradoxes et de contradictions, mais c'est un pays, quand on le visite, on l'oubliera jamais. Tu sais, un D'accord. peu comme moi, quand tu m'as rencontré, regarde, tu m'as jamais oublié. Avec mes défauts et Non, mais c'est vrai, il y a des gens, non, mais sincèrement, Maër, et je vais pas dire ça pour te brosser, mais sincèrement, il y a des gens qui te marquent plus que d'autres, tu le disais très justement, et qui font partie de ton chemin. Et il y a 6 ans, ouais, 7 ans, j'aurais jamais parié ou pensé que j'allais te recontacter pour qu'on échange et d'avoir cette conversation que nous n'avons jamais eue. Il y a 7 ans, oui, parce que je pense absolument. que on traversait tous les deux des périodes de vie qui étaient différentes, mais assez similaires quand même, où on se cherchait nous-mêmes et quand on voyage, en fait, on part à notre propre rencontre. Et je pense que voilà, il y Exactement. a une question de timing. Et merci beaucoup, Maër, pour cet échange, ta sincérité, ton authenticité. Et j'espère vraiment que
déjà d'avoir l'occasion de venir te voir et de pouvoir surtout aussi déguster tes vins, qui sont vraiment ton expression et ton rêve. Et c'est même plus un rêve, c'est ton projet de vie aujourd'hui. Et j'ai vraiment Exactement, hâte de ça. absolument. Et j'espère que les gens qui nous écoutent auront cette occasion-là. Je vais mettre de toute façon toutes les informations dans la bio pour que tout le monde puisse avoir accès à tes réseaux et à des systèmes de distribution parisiens bientôt. Oui, avec grand plaisir. La Merci. France, on l'aime. Et Ouais. puis, le vin est revenu en France aussi. Donc, c'est un chemin déjà établi à la base. Je voulais revenir au Liban pour revenir aux sources, mais absolument pas oublier la France qui m'a tant donné. Donc, j'ai créé une sorte de pont entre les deux pays à travers le vin et le travail que je suis en train de faire. Donc, je suis très content et très ravi de pouvoir faire des rencontres, au-delà de ce podcast, j'espère, des rencontres et des dégustations qu'on pourrait faire, en France ensemble. Bah ouais, ben compte sur moi, Mm. je republierai tes dégustations. En tout cas, merci beaucoup Maher pour ce moment-là. Merci pour ta confiance et à Alors, je bientôt. vais répondre comme je disais ça à l'époque quand je t'ai rencontré. De rien, ma belle. À bientôt. Ah oui, c'est vrai. Allez, à bientôt, bonne journée. Ciao. Ciao.